Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de mon podcast Brian Colon. Avant de commencer, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Apple Podcast et sur Spotify. Le sujet d'aujourd'hui, l'invité d'aujourd'hui, comme vous le savez depuis maintenant quelques semaines, je ne les présente pas, je les laisse eux se présenter. Donc, je vais laisser mon invité du jour se présenter. Je pense que ça va être quelque chose d'incroyable parce qu'on va comprendre comment est-ce que certaines choses peuvent nous aider à avancer ou à mettre en place peut-être des techniques, des petites astuces pour nous calmer, pour revenir à nous, pour comprendre comment on fonctionne. Donc, Jackson, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, avec plaisir. Ben, merci de m'inviter. J'ai découvert ton podcast il y a 6 mois, je crois, et j'avais entendu parler de toi un peu par le basket, mais je ne savais pas grand-chose. Et puis, j'ai trouvé vraiment cool comme tu cherches à inspirer et ce que tu fais, c'est motivant. Donc, merci beaucoup de m'avoir. Avec plaisir. Je suis un ancien joueur de basket. On s'est croisés 1 ou 2 fois sur les terrains il y a longtemps. Sinon, je suis enseignant, je suis prof de maths physique. J'ai 2 enfants de 7 et 9 ans. C'est un détail important parce que je crois que pour ceux qui ont des enfants, ils savent que c'est un challenge aussi. Ouais, donc, ça fait facile. partie du challenge de ma vie. Et puis sinon, ça fait 13 ans maintenant que je pratique la méditation. Et je suis quelqu'un de passionné dans tout ce que je fais. Puis du coup, là, ça fait 13 ans que je suis à fond là-dedans. Okay. Et ça m'accompagne dans tout. 13 années. Ça fait 13 ans, ouais. Ok, vous l'aurez compris, on va principalement parler de méditation. Ça va être juste incroyable parce que moi, je pense qu'on a tous besoin à un moment donné, peut-être, ou peut-être pas. En quoi consiste la méditation? On va rentrer direct dans le... Tu vois, trop bien. Ça fait depuis le début de l'après-midi que j'ai des pensées qui viennent. Et puis, un truc qui est dur, c'est que c'est vraiment dur de répondre rapidement. Donc déjà, c'est cool là, de pouvoir prendre le temps d'en parler. Il n'y a pas vraiment une réponse simple. Et peut-être la première chose, parce que tu as dit c'était intéressant, peut-être c'est utile pour certains, peut-être pas. C'est juste ça. Et souvent, justement, déjà souvent, le mot, rien que le fait qu'il y ait un mot méditation qui est là dans la culture, qu'on connaît, mais en fait, qui veulent dire différentes choses. Selon, moi, j'ai vu une fois sur une église, c'était écrit méditation chrétienne. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Moi, quand je parle de méditation, c'est maintenant la version la plus répandue, ce qui s'appelle la méditation de pleine conscience ou la mindfulness. Puis honnêtement, ça, j'y ai repensé aussi aujourd'hui, pratiquer ça, c'est comme se laver les dents. Pour moi, un jour, ce sera à l'école. Si tu médites pas, c'est comme si tu t'es pas lavé les dents. C'est deg. Tu pues de la gueule. Si t'as pas, c'est une hygiène buccale. Si tu médites pas, c'est une hygiène. Mais du coup, ça va être. On doit imposer ça selon toi, si je comprends bien. Petit à petit, mais. Ouais, bonne question aussi. Ça doit. Moi, et c'est aussi ça qui m'inspire fortement maintenant, c'est que je vois qu'il y a plein de préjugés. Ça, on pourra peut-être aussi en parler par rapport à ça, et d'idées vraiment en fait fausses de ce qu'est la méditation. Mais du coup, pour répondre à ton autre question, qu'est-ce que c'est? De manière simple, je dirais que c'est vraiment comme aller au fit, faire du sport, c'est un entraînement pour le corps. Et puis justement, c'est comme le sport. On sait que c'est bon pour la santé. Il y en a beaucoup de gens dans Qui dit que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est la méditation? Ah. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait un livre il y a 40 ans en arrière et qui a dit la méditation, moi j'ai fait ceci, cela, etc. Grâce à la méditation, ça m'a aidé et tout le monde a commencé à suivre cette personne ou c'est prouvé scientifiquement que c'est un bienfait pour l'être humain? Trop bien, bonne question, merci. Historiquement, donc ça vient, et ça c'est l'autre problème, mais j'en parlerai après si jamais. Ça fait 2600 ans que des êtres humains comme toi et moi pratiquent la méditation. Et tout le monde qui le fait sait comme ça transforme, ça développe et ça permet. En gros, c'est 2 choses. C'est cultiver le positif, le bonheur, l'amour, l'altruisme, tout ce que tu veux, cultiver ce qu'il y a de bien en toi et prendre soin des difficultés. On a tous en nous la graine de colère, de tristesse, de peur, d'anxiété, etc. On a tous ça en nous. Et on a aussi tous en nous la graine d'amour, de bonheur, de joie, etc. Puis en gros, c'est comment apprendre à cultiver ça un peu ultimement, si tu veux. Et donc, historiquement, mais ça, entre guillemets, c'est factuel. C'est un prince qui s'appelait Siddhartha, qui est devenu celui qui s'appelle Bouddha, qui a créé... Non, justement, il faut que je fasse attention. C'était pas une religion. Le bouddhisme n'était pas une religion. Et là, dernièrement, j'entendais un des plus grands maîtres zen, c'est celui qui a fondé le village des Pruniers où je vais faire mes retraites. Chaque année, je fais des retraites de méditation. Il dit, dans un enseignement, il dit que le bouddhisme, c'est pas une religion à la base. C'est une sagesse. C'est donc
un gars... Alors, il y avait déjà un peu de la méditation puis de l'entraînement de l'esprit il y a 2600 ans, même avant en Inde. Mais c'était très basé sur transcender la souffrance dans la douleur. Et puis, Bouddha, lui, il a développé ce qui s'appelle plus la voie du milieu. C'est-à-dire, c'est pas les extrêmes qui vont nous aider à vraiment transcender tout ça. Et puis, bref, lui a pratiqué toute sa vie pour aller à la rencontre de son esprit, puis voir comment son corps, son esprit, la relation avec l'existence. Puis du coup, ça fait 2600 ans que des gens font ça, et que ça se transmet, que ça sait. Puis maintenant, pour répondre à l'autre partie de l'action, ça fait 20 ans que les recherches scientifiques autour de la méditation explosent. Toutes les plus grandes universités font des recherches là-dessus. Puis on commence à voir, tu vois, dans le cerveau, tout l'impact positif que ça a. Donc maintenant, oui, ça se sait, c'est un fait. Pourquoi, du coup, si ça a commencé, où les gens pratiquaient ça il y a 2600 ans, ça fait que 20 ans qu'on fait des recherches ou qu'on essaie de comprendre le pourquoi du comment? Alors, bon, je ne me suis pas vraiment expertisé dans l'historique de tout ça, mais j'ai lu d'autres bouquins et de ma compréhension. Tout ça, c'était beaucoup en Inde, Asie, Vietnam, Sri Lanka, etc. Ces pratiques vraiment là. Après, tu retrouves aussi dans, on va dire, toute la société occidentale, chez les Grecs et plein d'autres sociétés, les Amérindiens en Afrique. Enfin, tu retrouves partout l'essence de ça, le fond, tu le retrouves dans toutes les spiritualités et toutes les sagesses du monde, en fait. Hein. Vraiment. Puis après, la pratique de méditation en tant que telle, c'est plus au cours du XXe siècle où il y a eu des... Je crois qu'en partie, c'était le fait de tout ce qui se passait au Tibet. Puis il y a des maîtres tibétains qui sont venus, surtout aux États-Unis. Puis il y a 2-3 personnes. Le plus connu, c'est Jon Kabat-Zinn. C'est un bioscientifique américain qui, lui, a été pratiqué au Népal avec les plus grands maîtres. Puis après, il est revenu dans les années 80. Lui, c'était le premier. Puis il a amené ça dans le milieu clinique, dans les hôpitaux, pour aider à prendre soin de la douleur. Puis comment gérer la douleur. Puis lui, il a créé le programme de méditation le plus connu qui s'appelle MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction Program. Donc ça, c'est très axé réduction du stress. Puis ça, c'est un autre truc qui a fait que les gens pensent que la méditation, c'est juste pour diminuer son stress. Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus large que ça. Puis après, moi, où je vais faire mes retraites, ça s'appelle le village des pruniers. Puis ça a été fondé par un maître qui s'appelle Thich Nhat Hanh. C'est un des plus grands maîtres zen de notre temps aussi. Puis lui, il vient du Vietnam. Puis pendant la guerre, il militait pour la paix. C'était un ami à Martin Luther King. Et il n'avait plus le droit de retourner au Vietnam. Donc, il a fondé le village du prunier en Occident, dans les années 80. Puis lui, c'est un peu le père aussi fondateur de la mindfulness. Donc, tu vois, ça, c'est un peu venu au cours du XXe siècle. Et puis, après, voilà. Donc, ça fait 40 ans que petit à petit, les gens s'intéressent. Puis après, après, ça, c'est juste moi. Mais en Suisse et dans le canton de Vaud, on a tendance à prendre notre temps aussi par rapport à ça. Nous, honnêtement, de ce que je vois, on est aussi à la traîne. Moi, j'en parle en milieu scolaire. Le mot méditation, il fait peur. Les gens, ils ne veulent pas en entendre parler. Je n'ai pas le droit de dire méditation à l'école. Pourquoi? À juste titre, parce qu'il y a des mauvaises perceptions de ce que c'est. Puis du coup, c'est juste le département ne veut pas de problème avec les parents, etc. Donc, on doit parler de pratiques attentionnelles, d'entraînement de l'esprit. Mais ça, c'est que des mots. C'est la Suisse. Ouais. C'est la Suisse. Avant de continuer, likez, commentez. Dites-nous en commentaire si vous avez vécu ou si vous croyez en ça. Enfin, si vous avez pratiqué, si cela vous a aidé. Comment est-ce que tu arrives à ça? Pour quelle raison est-ce que, du coup, tu m'as dit que ça fait une dizaine d'années, 13 ans que tu fais ça, que tu t'es ouvert à ça. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais ça a été le cas pour moi. Puis en rencontrant des dizaines et des centaines de gens là-dedans, souvent, c'est la difficulté qui te fait... C'est les moments difficiles dans ta vie qui te font dire « Ok, il faut que j'aille un peu plus loin. Il faut que je teste des nouvelles choses et je ne vais pas rester dans mon petit confort. » Puis ça, c'est un peu un souci que... C'est un peu des trucs qu'on a ici en Occident, en Suisse, c'est que nos vies sont quand même très confortables. Puis quand des fois je parle justement de méditation aux gens, les gens disent « Ah, mais j'en ai pas besoin. » Mais je veux dire, on va tous mourir un jour. Tous les êtres et les personnes qui nous sont chères vont mourir un jour. Enfin, méditer, c'est vraiment aller à la rencontre de tout ça, de la vie, de l'existence plus profondément. Mais voilà, mais c'est dur de sortir de son confort quand c'est confortable. Puis donc moi, 13 ans en arrière, j'avais 29 ans. Et... alors, je ne me rendais pas vraiment compte à l'époque, mais je me suis rendu compte par après. C'était vraiment, j'essayais de trouver intellectuellement comment arriver au bonheur, comment être heureux. Puis ma mère est psychologue et j'étais, avant de passionner dans la méditation, j'ai joué à haut niveau au poker. Et donc, je me suis beaucoup intéressé au fonctionnement du cerveau, etc. Puis ma mère psy, je me suis aussi beaucoup intéressé à ça. Mon père est philosophe. Moi, j'ai étudié la physique à l'EPFL, donc vraiment essayer de comprendre la nature profondément. Mais c'était tout par l'intellect.
Tu vois, pour être heureux, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça. Et c'est comme si toute logique butait contre un cul-de-sac. Il y avait un truc qui jouait pas. Puis ma vie était vraiment faite de hauts et de bas, dont j'avais pas vraiment beaucoup de contrôle. Puis les bas étaient bas, les hauts étaient hauts, mais voilà. Et puis, du coup, dans un moment difficile, en fait, quelques années en arrière, ma mère, mais même chose, qui, dans un moment qui elle allait vraiment mal, puis ça, l'histoire est assez drôle, je trouve, c'est qu'apparemment, elle m'a raconté ça plus tard, mais elle allait vraiment mal. Puis son choix, ça a été d'aller chez Payot. Elle aurait pu aller se bourrer la gueule, partir en vacances, faire plein de choses. Elle allait mal, elle est allée chez Payot. Puis elle est tombée justement sur un livre de ce maître zen qui s'appelle Thich Nhat Hanh. Elle a lu, aimé, et puis elle me l'a donné. Donc moi, j'ai lu ça pendant quelques années, mais de nouveau, c'était intellectuel. Puis finalement, à 29 ans, c'est ma copine qui m'a dit, mais écoute, tu devrais aller là, à ton monastère zen, ton village des pruniers. Puis donc, je suis allé là-bas et, pendant une semaine, donc retraite de méditation. Et là aussi, il y a différentes sortes de retraites de méditation. Donc là, c'était pas silence toute la journée, puis des heures de méditation assise, c'est autre chose. Et ça m'a profondément transformé le cerveau. Je suis sorti de là, c'est ce que je disais aux gens. Je suis sorti d'une semaine, j'ai senti, c'est vraiment, on a déconnecté des neurones et on les a reconnectés différemment. Enfin, le cerveau, le cœur, le corps, tout. Mais voilà, c'était une expérience hyper forte. Puis après, à partir de là, j'ai dit, c'est parti, quoi. Là, il y a quelque chose. Mais ça s'est passé comment? C'est quoi le sentiment ou l'expérience que tu as vécue là-bas? Tu t'es dit, OK, il y a eu le déclic. Il y a eu un gros déclic à la fin de la semaine. Mais après, tout au long de la semaine, je dirais le premier truc, ça, on en parlait là, ensemble la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai joué au basket, tu vois, je suis un homme, il faut être fort, etc. Vraiment, c'était quelque chose que j'avais en tête, comment être fort, il faut que je sois fort, je dois être un homme fort. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais conscient, je m'étais dit, j'étais content, parce que je me suis dit, ça fait 4 ans que je n'ai pas pleuré, ça veut dire que je suis fort. Et donc j'arrive là-bas. Puis tu vois, il y a un peu de méditation assise le matin, il y a un peu de méditation assise le soir. Puis sinon, tout le reste du temps, peut-être qu'on pourra en parler plus après, parce que j'ai toujours pas vraiment répondu à ta question de qu'est-ce que c'est méditer, mais tu t'entraînes à ramener ton esprit dans le moment présent. Donc c'est tout ce que tu fais, tu essayes de le faire, ce qu'on dit en pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut juste dire que, et ça c'est un peu la fonction par défaut de notre cerveau, c'est de partir dans des pensées, dans le passé, dans le futur, à gauche, à droite, des projets, machin, et on n'est pas, si tu veux, entre guillemets, vraiment là. Notre corps, il est toujours là dans le moment présent. Mais la tête, elle part dans le passé, elle part dans le futur. Puis en gros, c'est ramener les deux ensemble. Et donc la base, c'est porter son attention aux sensations corporelles, par exemple, ou la respiration. Mais bon, bref, donc j'arrive là-bas, puis le premier jour, je sens que j'ai envie de pleurer. Sans aucune raison. Je comprends pas. Et tous les jours, je sens que j'ai envie de pleurer, vraiment, je pige pas. Et je me demandais, mais j'essayais de comprendre, je comprenais même pas l'émotion. Je me disais, c'est quoi cette émotion? Puis au bout d'un moment, je me disais, c'est pas de la tristesse, je suis pas triste. C'est quoi? Et tout d'un coup, j'ai eu l'image, une fois pendant une marche méditative, j'ai eu l'image, je me suis dit, mais c'est comme un joueur de tennis qui gagne le grand chelem. En fait, c'est comme un soulagement. En fait, ça fait du bien. Je sentais que c'était positif, tu vois, mais je comprenais pas ce que je vivais. Et ce que maintenant, ce que je comprends, c'est que ayant vécu pendant, je sais pas moi, 15 ans, depuis que j'avais 12 ans comme ça jusqu'à là, avec vraiment cette carapace, ce truc, il faut être fort, il faut être un homme, il faut être machin, en fait, ça crée une énorme tension à l'intérieur, de toujours, tu vois, qu'est-ce que les gens pensent de moi, comment je suis. Vraiment, je me souviens que beaucoup étaient axés là-dessus. Comment je suis dépend de qu'est-ce que je pense que les autres pensent de moi, en fait. Et tout ça, ça va très vite dans le cerveau, c'est inconscient. Puis quand tu vas là-bas, puis que tu as des moines bouddhistes qui, en gros, ils pratiquent ça, tu vois, 24 heures sur 24, ils pratiquent l'altruisme, la compassion, le non-jugement. Puis les autres gens qui sont là, des laïcs comme moi, ils sont aussi là pour prendre soin d'eux-mêmes. En fait, il y avait un tel, je pense, atmosphère comme ça, bienveillante et non jugeante, ta carapace de trucs, de fort, t'as plus besoin, en fait. C'est comme si naturellement, je sentais que ça lâchait. Puis du coup, il y a une tension à l'intérieur qui se lâche aussi. Tu vois, j'ai plus besoin d'avoir cette tension. Puis après, bon, il y a beaucoup de choses à raconter, mais je viens aussi d'une famille où, du côté de ma mère, dans la famille valaisanne, il y a pas mal d'agressivité verbale, problèmes d'alcool, et voilà. Et donc, les fêtes de famille, j'étais aussi toujours sous tension. Et donc, c'est comme si ça lâchait. Pour la première fois de ma vie, je pouvais juste être moi, juste être bien. Puis donc, ça c'était comme ça tous les jours, avec en plus la pratique de la méditation. Puis après, le dernier jour, là, c'est où il y a vraiment eu le truc de fou. Pour moi, qui est arrivé, c'était dans un moment de partage
il y a une fille qui est un peu plus âgée que moi, là, qui partageait sur... elle avait beaucoup d'émotions du fait d'avoir jamais pu rendre ses parents fiers d'elle. Moi, j'ai eu un flash, vraiment, qui m'a traversé l'esprit, mon corps. Et en fait, j'ai vu que j'ai vécu, je sais pas moi, les 15 dernières années avec une pression permanente de est-ce que mon père est fier de moi? Et ça, je l'ai vu, mais vraiment en un flash. Et je te jure, j'ai vraiment littéralement sur le moment senti un poids s'enlever de mes épaules. Ça fait... Et puis moi, j'avais encore rien dit dans le moment partage, donc la personne qui s'occupait m'a un peu regardé, m'a demandé s'il y avait des gens qui voulaient encore partager quelque chose. Puis là, j'ai voulu partager ça parce que c'était ouf. J'avais jamais vu ça dans mon esprit. Tu vois, mon père, tu le connais, je crois, coach de basket, etc. Et mon père a jamais cherché à me mettre la pression. C'est pas, en plus, il y a des parents, lui, non. Il a vraiment toujours été cool. Je me l'ai mis à moi-même. Je me suis complètement mis cette pression envers moi-même. Est-ce que mon père est fier de moi? Sans jamais m'en rendre compte. Et donc, j'ai dit un mot. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai pleuré pendant 45 minutes. J'ai regardé la montre. J'ai pas arrêté. Puis après, tous les jours. Puis après, tous les 2 jours. Puis après, une fois par semaine. Et cette histoire que je raconte là maintenant, et j'arrive à la raconter, pendant 2 ans, j'ai jamais pu la raconter à personne, même si je voulais. Dès que je voulais la raconter, j'avais de l'émotion. Donc, de nouveau, ça, c'est mon histoire à moi, tu vois. Et chaque personne qui va en retraite ne va pas vivre ça, et c'est différent. Et ça me permet de dire un truc, c'est que, tu vois, par exemple, je dis aux gens, je parle de méditation parce que j'adore, ça me passionne, puis les gens, ils me disent, ah ouais, moi, j'aime bien aller me faire des spas de temps en temps, tu vois. On associe beaucoup la méditation à se relaxer et se détendre. Et la détente, c'est important dans la pratique de la méditation, mais aller à la rencontre de soi-même, c'est pas forcément agréable. Tu vois, méditer... Et ça c'est un des trucs faux, c'est être zen et être bien, mais on voit quelqu'un méditer, on a l'impression qu'il est tout tranquille. Mais à l'intérieur, ça peut être la tempête. Et donc, c'est pas forcément agréable. Mais au final, t'en ressors plus fort, t'en ressors plus toi-même, etc. Si on doit mettre des mots précis sur ce que la méditation ou ce genre de moment que tu vis, qui te libère, ça serait quoi? Quels seraient ces mots? Si tu pouvais... je dirais, je sais pas si ça répond, tu me dis, hein, mais aller à la rencontre de soi-même. Et je pense que ça, c'est un des trucs aussi, je réalise, qu'on nous apprend pas, c'est même tout le contraire. On a peur et je suis heureux d'être là avec toi et j'aimerais bien t'entendre aussi, hein, vraiment, en tant qu'homme, mais je pense les femmes aussi, mais de nouveau, je peux parler en tant qu'homme. On pense que c'est une faiblesse et on ne nous apprend pas du tout d'aller à la rencontre de nos émotions, de nos peurs, de nos tristesses, de nos colères. Je pensais à ça dernièrement. Je veux dire, les profs ont le droit d'exprimer de la colère à l'école, mais les élèves, ils n'ont pas le droit. Un élève qui se vénère, il est puni. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'aller à la rencontre de ça. Mais même chose avec la joie, le bonheur et l'amour. Puis là, il y a des études qui ont été faites, et puis dont une femme qui a un spectacle sur Netflix qui est hyper bien, Brené Brown, je ne sais pas si tu connais, qui, elle, a fait des études là-dessus. Et si tu t'anesthésies contre... Et moi, c'était mon cas. Genre, je ne pouvais pas regarder des films romantiques, je ne pouvais pas écouter de la musique douce, love. Vraiment, je me sentais mal. Donc, j'écoutais que du hip-hop de gangster. Ouais. Non, mais vraiment, je ne pouvais pas écouter des trucs. Je sais, des potes à moi, ils arrivaient. Moi, je ne pouvais pas. Je me sentais hyper mal. Donc, à quelque part, je me suis en même temps barricadé contre « faut pas que je sois triste ou avoir peur, etc. » Mais quand tu fais ça, ça, les études le montrent, quand tu t'anesthésies vers ces émotions-là, tu t'anesthésies aussi vers l'amour, le bonheur, la joie et toutes les émotions positives. Est-ce qu'on ne le fait pas inconsciemment? Ça va ensemble. Ouais. Parce que moi, je dirais que je comprends ce que tu dis, et puis moi, je le vis quand même, hein, tu vois, parce que j'ai une histoire aussi qui n'est pas simple. Je ne vais pas l'étaler ici, parce qu'on n'est pas là pour parler de moi, mais cette pression ou cette sensation de toujours vouloir être au top, de toujours montrer qu'on est fort, de montrer que tout va bien, d'essayer qu'on te voit d'une manière que peut-être tu n'es pas, ou tu as cette carapace qui fait que ok, lui, tout va bien dans sa vie, alors que la plupart du temps, peut-être je me trompe, mais la plupart du temps, quand tu vois ça chez une personne, oui, ça peut arriver que ce soit vraiment le cas. Mais selon mon expérience et selon ce que moi j'ai pu comprendre et voir et vivre aussi certaines fois, c'est tout l'inverse. Exactement. Moi, j'ai vécu ça, peut-être je le vis encore, mais je ne fais pas exprès. Ouais.
Tu vois, c'est vraiment naturellement que tu t'amènes à, OK, j'ai atteint peut-être un certain niveau, un certain confort dans ma vie, une certaine réussite. Mec, t'es un être humain. T'as le droit de... Tranquille, ça se passe mal. Bah, c'est pas grave. Tout le monde passe par des mauvais moments. C'est pas pour ça que tu dois... Et comme tu dis, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de montrer qu'on est faible, on n'a pas le droit de dire que bah, ça va pas dans nos vies, qu'à la maison ça va pas, qu'au travail ça va pas, que socialement ça va pas. Mais c'est des émotions. Tout le monde a ces émotions-là. Et puis en fait, il y a un truc qui m'a marqué, enfin qui m'est resté dans la tête, c'est qu'on t'a dit à l'école, les profs ont le droit de montrer de la colère, mais pas les élèves. C'est pas normal. Non. Parce que tout le monde est en soi, oui, c'est des enfants peut-être un peu moins âgés, qui sont en phase d'apprentissage, etc. Mais ces émotions-là, tout le monde les a, bonnes, mauvaises. Comment est-ce qu'on arrive là? De nouveau, sans être expert là-dedans, mais j'y pense régulièrement, j'ai un peu des flashs. Tu vois, il y a un truc culturel et historique. Je pense que ce n'est pas ça dans toutes les sociétés. Je pense que nous, ici en Occident, bah, je sais pas, moi, tu repenses au Moyen-Âge, et puis de nouveau, enfin, je parle plus peut-être pour les hommes, mais être un guerrier, être un soldat, tu vois, la guerre, c'est valorisé, etc. Enfin voilà, de nouveau, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc culturel, et c'est en train de changer. Et c'est vraiment en train de changer, parce que pour moi maintenant, et il y a plein de gens qui le pensent, moi je suis très connecté à tout ça, la vulnérabilité, c'est la vraie force. Aller à la rencontre de ce que tu dis, puis être capable de le faire, ça c'est aussi c'est ce que j'ai découvert. C'est dur ça. Hein. Ça c'est ce que j'ai découvert. Bah, ça c'est ce que je voulais dire aussi. On a peur d'aller à la rencontre de ça parce qu'on voit nos parents, nos grands-parents et tout ne pas le faire. Mais moi, ben justement, ce que j'ai appris, c'est qu'on peut tous le faire. Alors, c'est bien d'être accompagné. Moi, j'ai eu besoin de faire beaucoup de retraites de méditation, de lire des livres, de participer à des groupes, des choses comme ça. Mais une émotion, c'est qu'une émotion. Et une pensée, c'est qu'une pensée. Et on peut avoir vraiment peur de nos pensées et de nos émotions. Et bah, Thich Nhat Hanh, le célèbre maître zen qui a fondé le village des pruniers, il est très célèbre aussi pour ses calligraphies. Il a une calligraphie qui dit ne meurs pas pour une émotion. Quelque chose comme ça. Un truc hyper fort. Je me souviens, j'ai vu ça, j'étais là, waouh. Et en fait, c'était vraiment, si tu veux, c'est un slogan anti-suicide. Ça veut dire quelqu'un qui a tellement d'émotions, qui en peut plus, qui en met fin à sa vie. C'est justement, c'est pas cette incapacité d'être avec, et on est complètement, et ça nous fait trop souffrir ce qu'on vit. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent amener à ces pensées-là. Ouais, et toute la pratique de la méditation, une des manières de dire ce que c'est, un peu la question que tu me posais, c'est qu'on peut être avec ça. Et quand tu vois que tu peux être avec ta peur, ta colère, ton désespoir, bah, ça t'amène une énorme confiance. Et tu apprends à en prendre soin. Puis alors peut-être pour aller un peu plus loin dans la réponse de ce que c'est, alors là on parle plus des émotions difficiles, mais ce qui se passe dans notre esprit, c'est que les émotions, comme tu disais avant, on peut pas les contrôler. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. La colère, c'est bien. Je veux dire, la colère pourrait te permettre de défendre ta fille dans un moment voulu, tu vois, ou la tristesse, c'est qu'il y a un deuil qui doit être fait, quelque chose qui doit être fait. Elles ne sont pas mauvaises, ces émotions-là. Et ça, tout ça, ça se passe très vite dans notre cerveau, comme tu disais, dans notre esprit. C'est que les émotions vont engendrer des pensées. En fait, il y a un peu 3 niveaux. Tu as les émotions, les pensées, puis tu as ce qui se passe dans ton corps. Et en fait, c'est les pensées, le blabla mental, tu vois, comme les petites voix dans la tête, ou les images, ça peut être les deux. Ça, c'est ce qui alimente les émotions. L'émotion, elle est là, et c'est OK qu'elle est là. Et ça, moi, ça, c'est ma plus grande découverte, c'est ce que je pratique. Mais tous les jours, dans mon quotidien, je ne sais pas comment les gens ils font pour survivre sans ça, mais c'est que quand tu as une émotion, si tu laisses le mental aller, tu ne sais pas quoi faire, et ben c'est là où ta colère peut se transformer en rage, ta tristesse peut se transformer en dépression. Après, c'est la même chose avec le positif et ce qui est... mais là... Et donc, la pratique de la méditation, pour moi, vraiment ce que c'est, un des fondements, c'est que on vit aussi dans une société, puis moi, c'était vraiment poussé à l'extrême, très intellectuelle. Hein? Il faut réfléchir, il faut aller à l'école. Et donc, on cherche beaucoup à résoudre des problèmes par l'intellect. Et donc, quand tu as l'émotion, tu as ta petite voix. Et souvent, notre voix, une pensée, c'est qu'une pensée. On en a 50 000 par jour, d'après les scientifiques. Et on a tendance à y croire à ces pensées. Ah, mais pourquoi il a dit ça? Dernièrement, un pote me racontait une histoire assez cool, justement, où il s'est rendu compte. Il y a tout un blabla mental qu'il avait par rapport à son boss.
Il avait rendez-vous avec lui et ça allait pas, puis c'était pour aller mieux. Puis il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a eu toute une histoire qui s'est faite, de la tension qui montait. Puis il est arrivé au bureau, puis en fait, le boss, il avait pris du temps pour préparer un joli petit déjeuner, en fait, un truc hyper cool. Puis il était là. Ah, wow. Puis tu vois, donc nos pensées, sa tête, on a tendance à croire à nos pensées. Et donc, quand tu as ton émotion, la pratique de la méditation, c'est quoi? C'est ramener l'attention dans le corps, dans les sensations dans le corps. Parce que pour moi, et maintenant c'est comme ça que je le vois, il y a l'intelligence mentale qui est bien et qui est très utile, mais on a une énorme intelligence corporelle. Et quand, disons que je suis, par exemple, moi, quand mes enfants étaient jeunes, ils ont moins de 2 ans d'écart, vraiment, il y avait des moments, surtout le dimanche soir, où j'étais épuisé et j'étais désespéré. Mais vraiment. Ça veut dire ma fille avait 2 ans et demi, mon fils avait 6 mois. J'étais épuisé du week-end. Je regardais mon agenda, ma semaine à venir. J'avais envie de pleurer. J'étais désespéré. Vraiment, j'ai mis un mot. C'était le désespoir qui était là. Puis si je laisse mon mental s'emballer, ça va être non-stop. Je ne vais pas y arriver. Comment? Ah mais non. Puis lui, pourquoi il me dit de faire ça? Puis nanana. Puis après, tu as l'émotion qui crée notre émotion. Donc là, la pratique, c'est quoi? C'est je reviens aux sensations dans mon corps. L'émotion, elle est là. Le fait d'être désespéré, c'est là. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je la sens où? Peut-être je sens de la tension ici, je sens de la tension dans mon ventre. Et j'essaie d'être avec. La méditation, c'est un entraînement de l'attention, où je porte mon attention. Donc, je porte mon attention dans mon corps. Et ce que ça fait, c'est ouf pour moi. C'est que quand ton attention est dans les sensations de ton corps, tu n'as plus les pensées qui viennent alimenter. En fait, c'est soit tu es pris dans les pensées, soit tu es dans ton corps. Et l'entraînement de la méditation, c'est muscler la capacité de revenir dans le moment présent. Et la base, c'est le corps et la respiration. Et donc, en faisant ça, tu arrêtes d'alimenter l'émotion et tu peux la traverser et tu vois qu'en fait, ça va. Et juste pour finir, vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois. Puis au bout d'un... Puis je voyais, je me levais... Si je faisais pas ça, je pense que j'aurais mal dormi. Je me serais réveillé lundi matin encore plus crevé. J'aurais pu partir en burn-out, certainement. Je me levais le lundi matin, puis je me disais, OK, je vais y aller une respiration après l'autre. C'est tout. Mon esprit, il part. Je ne vais jamais y arriver, il faut que je dois faire ça. Une respiration après l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vois que tu y arrives. C'est mercredi, j'ai survécu, puis ça va le faire. Dimanche suivant, même chose. Puis au bout d'un moment, une autre manière de définir la méditation, c'est devenir ami avec nos émotions difficiles. Donc là, vraiment, au bout d'un moment, puis ça, Thich Nhat Hanh et d'autres grands maîtres de méditation, ils disent, mais tu peux dire bonjour à tes émotions. Puis là, j'ai essayé de dire, bonjour mon désespoir. Je vois que... Non, vraiment, ça paraît con, hein. Je vois que tu es là. OK, c'est OK. Je vais être avec toi et je vais traverser la tempête. Puis tu vois que tu peux le faire. Puis au bout d'un moment, c'est presque marrant. Moi, je me marrais presque avec moi-même. Je suis désespéré. Donc, j'ai vraiment ce sentiment. Tu ne commences pas à vriller au bout d'un moment avec autant de choses dans la tête et autant de OK, je vais parler à mes émotions, je vais parler à mes sentiments, je vais essayer de changer, rester positif. Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne va pas un peu trop loin? Attends, j'ai trop de trucs dans la tête. Avant que tu répondes à cette question, je voudrais que, quand on s'est vu l'autre jour, tu m'as raconté une histoire que je pense que, personnellement, pour moi, c'est important qu'elle soit racontée parce que ça me comment dire en français? C'est directement lié à moi. Ça me concerne, merci. Et c'était justement après que tu sois revenu de ta première, je crois, retraite. Ta première retraite. Il y a une scène qui s'est passée entre nous. Moi, j'avais totalement oublié. Et puis, quand tu me l'as raconté, je me suis dit, ah oui, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Est-ce que tu peux la raconter vraiment en allant direct au point, pour pas que les gens, tu vois. Pardon. Et moi, non, c'est pas du tout, parce que c'est super intéressant. Parce que moi, j'ai un petit mot à faire passer par rapport à ça après que tu aies raconté ça. Et puis après, on revient sur ma première question. Est-ce qu'on part pas un peu en cacahuète en ayant tant de choses dans la tête? Non, merci. Et ça me touche de pouvoir raconter cette histoire. Honnêtement, parce que ça fait 10 ans que je la raconte à mes élèves. Parce qu'il y a eu deux choses qui sont passées après ma retraite de méditation qui m'a fait dire que mon cerveau a été transformé. Et ça, c'en est une. Donc, on jouait les deux en NSBL. C'était la ligue de streetball les dimanches à Saint-Roch. Et moi, j'avais 29 ans. Vraiment, je venais de sortir de ma première retraite. Puis de nouveau, pour dire, ça c'est important aussi, chez moi, j'essayais de méditer. Ça veut dire... Souvent, quand on dit ça, c'est faire de la méditation assise. Mais je tenais pas 2 minutes. Voilà, c'était encore hyper nouveau pour moi. Et donc là, pendant le match de basket, donc là, on jouait l'un contre l'autre. C'est pas que j'essayais de faire quoi que ce soit de spécial. Mais il y a quelque chose qui s'est passé où je me suis dit, waouh, mon cerveau, c'est plus le même qu'avant. Donc bref, moi, je joue en Ligue B. Je suis assez en forme. Toi, je te connais pas. J'ai aucune idée qui t'es. Tu as 19 ans, je crois. On défend l'un sur l'autre. Et
tu prends quelques shoots, je vois que tu es un peu un des gars principaux de l'équipe, tu rates tes shoots. Moi, j'ai un méga grand esprit de compétition. J'ai envie de gagner. Et à l'époque, j'étais plus en forme que maintenant. Donc, je joue physique, mais dans les règles de l'art, mais je joue un peu physique avec toi. Quand il y a un shoot, je fais un bon box out. Ce genre de choses. Tu vois, sur le bloc, si je dois passer le bloc. Et je vois que tu commences à t'énerver. Et du coup, tu forces encore plus de shoots, tu rates tes shoots. Moi, je me dis, cool. Donc voilà, je continue, mais de nouveau, sans faire rien de sale. Et vraiment, c'est trop cool que tu me laisses raconter cette histoire. C'est tout en ton honneur, hein, vraiment. Et à un moment donné, alors je ne sais pas exactement, hein, mais le sentiment que j'ai eu, je retournais en défense ou en attaque, je ne sais plus, mais j'étais au milieu du terrain. Et moi, j'ai eu l'impression que tu es venu, je ne sais pas, avec le bras ou un truc comme ça, me mettre un coup dans le dos. Puis vraiment, j'ai senti tout à travers le dos. Et donc, je me suis étalé par terre. Et donc, match de streetball, je crois qu'il y a un MC au micro. Enfin, tu vois, normalement, dans ce milieu-là, et ça m'est déjà arrivé de me faire pousser dans un match, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever, tu dois montrer que tu es prêt à te battre, tu dois être fort, ta fierté, ton ego, etc. Je ne sais pas me battre, mais par le passé, ça m'est déjà arrivé. Puis tu espères que tes potes, ils arrivent et tout. En plus, il n'y a personne de mon équipe autour de moi. Moi, je me lève et c'est là, ce que j'ai vu qui s'est passé en moi, c'était complètement ouf. C'est que j'étais totalement calme. Ça veut dire qu'il n'y avait ni de la colère, ni de la peur. Les deux choses que toi, peut-être, tu aurais pu ressentir. Toi, tu te trouvais à quelques mètres de moi. Mon interprétation, c'est que tu étais chaud. Je veux dire, non, oui, le moindre signe, le moindre signe d'agressivité de ma part, je pense que tu serais battu, oui. Mais et ça, c'est la force aussi de tout ça. Mais j'ai rien fait, tu vois. Ça s'est fait tout seul. Mon cerveau a vraiment été transformé par le fait d'avoir, j'ai l'impression, touché mes propres souffrances et mes propres difficultés et m'être un peu, entre guillemets, libéré de certaines choses. J'étais tout calme. Et je me souviens, je t'ai regardé. Et la première pensée qui m'a traversé l'esprit, c'était qu'est-ce que ce gars a vécu dans sa vie qui fait que là, maintenant, il a autant d'agressivité contre moi. Et je te jure, c'était ouf parce que j'avais de l'amour et de la compassion pour toi alors que je ne te connaissais même pas. Et du coup, ça a fait que le match a continué. Voilà, j'ai appris certaines choses aussi, que tu avais un passé difficile par après. Puis je me suis dit, ah bah ouais. Et du coup, j'ai juste envie de dire aussi, parce que moi, ce qui m'a hyper touché, du coup, c'est après de voir maintenant ce que tu es devenu aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai tellement kiffé ton podcast. Parce que j'ai vu l'évolution. Et donc, je sais, tu vois, ayant vécu aussi, moi, un chemin intérieur, je vois probablement, toi, ce qui se passe aussi. Et ça, je trouve beau. Justement, moi, j'ai voulu que tu racontes cette histoire-là pour... pas faire passer un message, mais c'est intéressant de comprendre ce que je veux dire. Je pense que chacun, on a à un moment donné de nos vies des moments clés qui nous permettent soit de passer du bon côté, soit de rester qui on est et puis de continuer le chemin qu'on est en train de mener à ce moment-là. Moi, peut-être que j'en ai eu un niveau sportif qui a fait que je suis aujourd'hui assez avec toi en train de discuter de ça et que je suis devenu juste une personne incroyable. Ça, c'est me dire à moi ce que moi je pense de moi. Et c'est qu'une fois, je jouais à Neuchâtel et on jouait contre Genève. Et la salle était pleine, on jouait à Genève. Et à un moment, le coach m'a sorti. J'ai dû faire une bêtise, une erreur. Et en fait, devant 1500, 2000 personnes, je ne sais pas, j'ai shooté la chaise des changements. Je l'ai shooté. J'ai pété un plomb, j'ai insulté tout le monde, etc. Et à ce moment-là, quand je me suis assis, je ne sais pas comment expliquer ça. Le sentiment que tu as ou mettre des mots sur ça. J'ai regardé le public. J'ai vu plein d'enfants, tu vois. Mais vraiment, j'ai vu plein d'enfants. Et là, je me suis dit vraiment sur le bon, mot pour mot dans ma tête, est-ce que c'est l'image que tu as envie de renvoyer ou est-ce que c'est la personne que tu as envie qu'on voit? Ce jour-là, je pense que c'est le meilleur jour de ma vie parce que c'est ce qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à comprendre qui j'étais et surtout changer les choses que moi, je savais qu'à l'intérieur de moi, vraiment à l'intérieur de moi, ce n'était pas moi. Et comme tu dis, on ne sait pas ce qu'une personne a vécu. Si moi, je peux brièvement, parce qu'encore une fois, on n'est pas ici pour parler de moi, mais pour comprendre voilà, ce que tu exposes depuis tout à l'heure, c'est que moi, je viens d'un milieu où, comme je dis précédemment, à 8 ans, je travaillais pour aider ma maman à manger, à avoir à manger à la maison. Et chaque 2 jours chez moi, en face de moi, tu avais quelqu'un qui se faisait tuer, tu avais quelqu'un qui se faisait couper un bras, tu avais quelqu'un... Une violence que vous, peut-être ici, pour nous, Suisses, c'est pas possible. Mais ce que vous voyez dans les films, moi, je l'ai vécu. Personne ne peut savoir ça si je ne le raconte pas. Évidemment, il y a des gens qui vont dire que c'est pas vrai. J'ai des preuves à donner à personne. Je sais ce que j'ai vécu. Imagine un enfant de 8 ans vivre cela. Tu arrives en Suisse, à 11 ans, je suis arrivé en Suisse, et tu as ça en toi. Tu ne l'as pas demandé, tu l'as pas voulu. Mais comprendre que tu dois sortir de ça
et devenir pas une bonne personne, parce que je pense que j'étais une bonne personne, mais sortir cette frustration-là et comprendre comment est-ce que tu fonctionnes, c'est dur. Et surtout, tu as besoin peut-être d'aide et tu as besoin de comprendre pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi est-ce que j'ai envie de me battre? Pourquoi est-ce que j'ai insulté cette personne alors qu'elle ne m'a rien fait? Pourquoi est-ce que j'ai shooté cette chaise-là? Et pour moi, c'était ce jour-là qui était peut-être, comme j'ai dit avant, le plus important. Donc, c'est juste incroyable que toi, tu te souviennes de ça et que tu puisses le raconter pour qu'on voit que juste les gens arrêtez de juger les autres sans comprendre. Tu n'as pas besoin de chercher à comprendre, mais alors juge pas. Alors, si tu penses qu'une personne est mauvaise ou qu'elle a un mauvais caractère, ok, cherche juste un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière. À partir de ce moment-là, tu peux te permettre de faire un jugement, de commenter ou de dire quelque chose. Parce qu'on ne sait pas ce qu'une personne a vécu. Tu vois. On ne sait pas ce qu'il y a derrière une personne. C'est juste ça. Likez, commentez et puis dites-moi ce que vous pensez. Ouais, je veux bien rebondir parce que là, il y a un truc aussi qui fait partie de la méditation. De nouveau, le maître zen, la Thich Nhat Hanh, auprès de qui j'ai beaucoup appris, il a aussi une calligraphie, puis il parle dans ses enseignements, il dit comprendre, c'est aimer. Puis il a une calligraphie qui est célèbre, Understanding is love. Puis je me souviens, une des questions que j'avais aussi à 29 ans, c'était c'est quoi l'amour? Tu vois, j'avais vraiment aussi cette question. Et puis Thich Nhat Hanh, en gros, le maître zen, là, il dit pour qu'il y ait de l'amour, 1, il faut être présent, et 2, il faut de la compréhension. Tu vois, nous, dans notre société, on nous raconte tellement de trucs sur l'amour, machin. J'étais là, bon, ouais, ça me semble un peu simple. Mais en creusant la question, en fait, c'est tellement vrai, tellement clair. Et là, tu vois, par exemple, avec toi, ce qui s'est passé avec toi, et là, ce que tu racontes aussi, c'est que du moment que tu as une compréhension, moi, je ne savais pas ce que tu avais vécu, et que dans les détails, mais je me disais, c'est obligé. Et maintenant du coup, une des grandes transformations, c'est que c'est la même chose à l'école. Quand j'ai un élève qui fout la merde, maintenant, mon réflexe, un peu tout seul, c'est OK, qu'est-ce que le gars, il vit, tu vois? Et directement, on parle de graines dans l'esprit, dans le bouddhisme, ça touche une autre graine, ça touche la graine de compréhension. Puis quand tu as de la compréhension, puis comme tu as dit, ça veut dire on ne doit pas forcément savoir qu'est-ce qui se passe dans les détails, mais de savoir que tout le monde vit quelque chose de difficile, de toucher cette compréhension-là, ça crée quelque chose de différent en nous. Et le point de départ où je voulais en venir, c'est que, en tout cas, c'était ça pour moi, puis c'est aussi ça qu'on apprend beaucoup dans la méditation, c'est que ça commence par soi-même. Et je pense que toi, c'est ce que tu racontes aussi. C'est du moment que tu commences à te comprendre toi et que tu peux comprendre tes propres difficultés et aussi tout ce qui est positif et beau en toi. Comme tu dis, j'adore ce que tu as dit, que tu es incroyable. Quand tu commences à voir et à comprendre ça en toi, tu peux commencer à le faire pour les autres. Vraiment, la connexion aux autres commence par la connexion à ça. Et ça fait aussi partie, tu vois, de la méditation. Il y a combien de manières de méditer différentes? Alors, il y a une manière, mais plein de formes. Dans le sens que méditer, c'est vraiment un entraînement de l'attention. C'est ramener son attention dans le moment présent. Hein. De nouveau, c'est comme faire du sport, ou je sais pas moi, tu fais des curls pour les biceps, il y a une répétition. Dans la méditation, c'est la même chose. C'est un entraînement du cerveau, c'est que tu es concentré, tu te concentres sur quelque chose. La base, c'est amener son attention sur quelque chose, tu te concentres. Et forcément, tu vas avoir des pensées. Il y a des gens qui me disent, j'arrive pas à méditer parce que j'ai trop de pensées. Mais penser, c'est normal, justement, ça, c'est complètement faux. Méditer, c'est voir que tu as une pensée qui arrive dans l'esprit, donc tu es concentré. Tout d'un coup, il y a la partie du cerveau des pensées qui s'active. Le fait de voir que tu penses, tu vois, par exemple, toi, dans ton match, tu as vu que tu t'es dit ça par rapport aux enfants. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Ça, c'est une autre partie du cerveau. Tu vois ce que tu dis. Puis après, la quatrième partie du cerveau, c'est tu ramènes ton attention sur ce dont tu veux te concentrer. Tu vois, c'est un cycle, c'est une répétition. C'est je suis concentré, je me déconcentre, je vois la pensée, je ramène mon esprit. En gros, c'est un peu ça l'entraînement. Et ça, c'est aussi une autre manière de le voir, c'est prendre un peu de la distance et du recul et juste être présent à ce qui se passe en toi sans jugement. Ah, j'ai des pensées, ah, j'ai des émotions, ah, j'ai des... Et tu peux commencer à lâcher prise, tu peux commencer à justement à être plus libre. Puis ça, tu peux, pour répondre à ta question, quand on parle de méditation, les gens pensent tout de suite à méditation assise. Tu vois, tu es assis en lotus, tu es comme ça. Mais ça, c'est qu'une forme de méditation. Entre guillemets, moi, c'est pas ma préférée. Enfin, je dirais là, ses utilités aussi. C'est que tu trouves un endroit calme, tu te poses, puis en gros, tu crées les conditions pour vraiment aller bien voir ce qui se passe en toi. Mais tu peux porter ton attention sur ton corps et ta respiration en marchant. Enfin, entre guillemets, moi, quand je t'écoute, pour moi, c'est de la méditation. J'essaye d'être pleinement présent à ce que tu dis, tu vois, d'être pleinement présent ici. Et puis, au village des pruniers, où moi, je fais mes retraites, justement, c'est ça. C'est de la méditation assise le matin. Après, les repas sont pris une partie en silence. Mais de nouveau, pourquoi? Ce n'est pas juste pour avoir du silence. C'est un entraînement. C'est parce que tu t'entraînes à porter toute ton attention sur le fait de manger. Tu manges et c'est incroyable. On a à manger.
Il y a des gens à la cuisine qui sont donnés de la peine pour faire à manger. Il y a des paysans qui ont pris de la peine pour récolter tout ça. Puis c'est toujours aller voir plus en profondeur, c'est voir plus profondément. Puis du coup, comment tu fais ça? Tu ramènes ton attention sur les goûts. Et ça, c'est une pratique, moi, que j'adore, qui est vraiment incroyable. Après, tu as aussi de la marche méditative. Il y a même là-bas où tu aides la communauté dans le travail qu'ils doivent faire. Donc, par exemple, moi, j'ai dû laver les toilettes. Tu vois, c'est pas un spa, quoi, d'aller faire une retraite de méditation. Donc là, on t'invite à le faire en pleine conscience. Et c'est hyper intéressant. Tu vois, c'est hyper intéressant de voir les pensées. Ouais, putain, j'ai payé 500 francs la semaine et là, je dois laver les toilettes, bla, 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 bla. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je me sens mal. Si j'arrive juste à savourer le fait de respirer, tu vois, d'avoir la chance d'être là, et je fais quelque chose de positif, quelqu'un doit laver les toilettes. Je peux le faire avec toute mon attention. Et ça change complètement l'état d'esprit. Donc, pour répondre à ta question, méditer, c'est ramener son attention dans le moment présent, être présent à ce qui est là, mais tu peux le faire sous plein de formes différentes. Comment est-ce qu'on connecte? Tu sais, des fois, tu es là, moi je suis là avec toi, on discute. Et des fois, je pars dans ma tête. Mais loin. Je me retrouve en République dominicaine sur les côtés. Je pars. Du coup, comment est-ce que la méditation peut faire en sorte que tu te connectes à quelque chose de grand? De grand? Oui, quelque chose d'incroyable. Explique peut-être un peu plus ce que tu veux dire. Comment, par exemple, quand tu médites, tu t'es connecté principalement avec toi-même, non? C'est revenir sur le moment présent. Ça peut être aussi les sons. Ça peut être aussi... En fait, c'est revenir dans le moment présent par rapport à ce qui se passe en toi et autour de toi. Souvent, c'est un peu ça la définition qu'on voit, en fait. Donc, aussi ce qui se passe autour de toi. Tout ce qui est là. Ok, donc si je médite, c'est pas possible que tout d'un coup, j'ai une vision ou pas une vision, mais j'ai une vision, je peux dire. J'ai une vision incroyable. Je dis, là, j'ai ressenti quelque chose et ça... C'est possible? Grave. Alors, ça s'appelle en anglais, le mot en anglais, il est bien, ça s'appelle un insight. Le logo du village des pruniers, c'est 3 mots en sanskrit. J'ai une question. Le logo des pruniers, est-ce qu'ils t'ont payé pour... Je sais que c'est quelque chose... là, c'est le moment un peu cool, tu vois, tranquille. Je sais que c'est quelque chose d'incroyable, mais tu l'as mentionné vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est très, très important pour toi. Oui, parce que c'est là où moi j'ai appris la méditation, c'est là où moi je vais me ressourcer, mais il y a plein d'autres. J'ai aussi appris dans l'école de méditation de Fabrice Midal, je pourrais aussi en parler, sa manière d'approche de la méditation est magnifique, puis il y a plein de gens qui apprennent la méditation et qui enseignent la méditation, tu vois, de différentes traditions. Après je t'embête vraiment, c'était en mode... Ouais, non, je sais, mais en fait, mais c'est aussi, si je le dis, c'est aussi pour dire que moi j'ai rien inventé. Enfin, tu vois ce que je veux dire, j'ai appris. Et bref, donc le logo, c'est 3 mots en sanskrit qui sont la base aussi, de nouveau pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est la méditation? C'est mindfulness, donc pleine conscience, l'attention. Quand tu développes ton attention tu développes le muscle d'être resté concentré, tu développes la concentration. Et ça amène insight. C'est mindfulness, concentration and insight. C'est je muscle mon attention, je suis concentré. Et en français, on dit compréhension profonde, vision profonde. Tu vois, toi, tu as dit vision. Mais c'est ça. Ça, c'est méditer. Et souvent, les gens pensent à méditer, c'est être dans sa bulle et penser à rien. Mais là, moi, je ne l'ai pas fait exprès. C'est venu naturellement. Enfin, et c'est ça. Mais c'est ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle un insight. Ça veut dire que... Et souvent, moi, quand je fais un moment de pratique formelle, un des problèmes, c'est que j'ai plein de ces bonnes idées. Moi, j'appelle ça des bonnes idées. C'est que tout d'un coup, tu as tout le brouillard mental qui se calme un peu. Et de nouveau, c'est ce que je disais avant. Toute la sagesse, l'intelligence, l'amour et tout ce qu'il faut est déjà là en toi, en chacun d'entre nous. Et c'est créer les conditions pour pouvoir libérer ça. Tu vois, moi, par exemple, j'écoutais que du hip-hop avant, j'ai arrêté d'écouter du hip-hop juste parce que je voyais que ça, tu vois, ça forgeait un peu certaines choses dans mon esprit que je voulais, entre guillemets, un peu nettoyer pour laisser de la place à autre chose. Enfin, c'est juste un exemple. Maintenant, j'écoute de nouveau parce que j'ai plus de pleine conscience de l'impact que ça a sur moi et je kiffe ça. Mais... Donc c'est ça, je veux dire. Et de nouveau, c'est rien de spécial de méditer. C'est aussi, tu vois, les gens s'arrêtent sur ce mot-là, mais tu es là, ça arrive tous les jours. Si tout d'un coup, tu es focus, tu as une vision, tu as une compréhension plus profonde de toi, de l'existence. Et c'est à partir de ces visions, de ces compréhensions, que tout d'un coup, tu as une transformation. Et tout d'un coup, ton cerveau, il est un peu transformé. Puis après, tu vas, comme toi, le moment où tu as shooté la chaise, tu as transformé ton cerveau, tu as transformé ton esprit. Puis après, dans d'autres situations, il réagit différemment. Je pense que ça fait facile 40 minutes déjà qu'on discute. C'est super, c'est juste incroyable parce qu'on n'a pas vu le temps passer.
Et de toute façon, je pense que tu vas revenir. Avant qu'on touche un petit peu à la phase finale, quel est ton but avec ça? Tu as dit que tu voulais l'amener dans les écoles. Tu essaies de les amener dans les écoles, mais c'est évidemment compliqué vu que les écoles appartiennent à l'État, principalement, à moins que ce soit du domaine privé. Et comme tu l'as si bien dit, c'est même le terme méditation, tu n'as pas le droit de le dire. Comment tu veux relier ça, par exemple, au basket? Je sais que c'est peut-être un but. Ouais. Quel est ton objectif? Quelle est ta vision? Quelle est ton idée? Je crois que chacun doit trouver justement, il y a des choses qui résonnent en nous. Puis là, ça, c'est arrivé ces 2 dernières années. C'est justement, j'ai arrêté de jouer au basket en ligue supérieure à 29 ans, mais j'ai continué d'adorer le basket. Je joue encore dehors, voilà. Et donc, cet amour du jeu est revenu dernièrement, entre autres en parlant à Giancarlo Sergi, qui me disait « Ah, mais ça, tu devrais aller en parler aux jeunes du Centre national suisse de basket. » Donc, je suis allé donner des séances là-bas de méditation aux jeunes et moi j'ai trouvé incroyable. Et déjà en quelques séances, les jeunes, eux ils se rendent pas compte, mais il y en a, ça a aidé pour dormir, d'autres ça a aidé pendant un test de maths parce que c'est hyper hardcore ce qu'ils font là-bas. Un, il stressait avant un entraînement, ça l'a aidé. Un autre, il s'énervait pendant un match, enfin tu vois. Et juste en quelques séances, déjà c'était tellement vaste les différentes choses en quoi ça les a aidés. Puis du coup moi maintenant le feu brûle en moi, mais comme c'est pas possible pour en fait, unir les 2 amours de ma vie, les 2 passions de ma vie. C'était le basket et puis maintenant la méditation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à quoi j'aspire. Et je me rends compte que de nouveau, en Suisse, dans le canton de Vaud, en Suisse romande, j'ai l'impression, et tous ceux qui sont au courant et qui en savent plus, n'hésitez pas à contacter moi. Enfin, voilà, j'ai envie d'amener ça comme je peux. Il y a sûrement, et c'est la même chose dans les écoles. Dans les écoles, il y a plein de profs et de gens qui font des trucs cool, mais qui sont vraiment très peu connectés ensemble. Moi, c'est aussi ça que j'ai essayé de faire dans un grand projet qu'on a mis en place au Collège de l'Élysée. On a un projet pilote et on travaille les compétences sociales et émotionnelles. C'est vraiment pas juste de la méditation. Enfin, c'est pas de la méditation. Et peut-être dans le basket aussi. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on est à une phase de transition. Il y a 20-30 ans, on ne parlait pas du tout du mental, etc. Et c'est très lié, que ça soit bien-être mental. Comme par exemple, Meta World Peace, c'était un des premiers, je crois, à dire qu'il voyait un psy, mais jamais un joueur de basket osait dire il y a 30 ans qu'il voyait des psys. Et la performance et l'entraînement mental, en fait, c'est très lié. Alors, il y avait Phil Jackson qui faisait ça, mais ça, c'était vraiment spécial. Et là, je me suis connecté dernièrement avec un entraîneur mental NBA qui, justement, il me disait 25 ans en arrière. Personne, quoi. Ouais. Personne. Tu parles aux gens et puis là, j'ai l'impression qu'on en est un peu là maintenant ici. Peut-être que je me trompe. Et donc, vraiment, j'ai une aspiration forte à aider et à montrer que pour le bien-être personnel, tu vois, ça, pour moi, ça va ensemble. Comment tu vas être sur le terrain, c'est comment tu vas être dans la vie, c'est vraiment lié. Donc, ouais. Ok, cool. Je pense qu'il serait aussi intéressant de développer un petit peu sur ça, avec vraiment s'attarder sur ça pour comprendre vraiment nous, en tant que sportifs professionnels, et puis évidemment tous les jeunes du pays, au canton de Vaud, disons, parce qu'on est pour le moment ici, qui puissent comprendre que c'est quelque chose d'utile, quelque chose qui va permettre à certains pas forcément dans le sport, mais tout simplement dans sa vie de tous les jours, d'aller mieux, de pouvoir faire ses examens, comme tu l'as dit, de manière correcte, de se concentrer, etc. etc. J'ai 2 dernières questions. Je voudrais que tu me dises une personne que tu souhaites voir à ta place assise avec moi discuter. Je vais être totalement honnête et transparent. Je savais que tu allais poser cette question. Ah, tu savais? J'y réfléchis. Parce qu'il a vu le dernier épisode. J'y réfléchis. Et alors bon, ce qui me vient tout de suite, mais je sais pas si vous êtes en lien ou quoi, mais c'est Thabo. Enfin aussi avant tu faisais pas mal de basketteurs, donc ce serait cool d'avoir Thabo. J'aimerais bien avoir un peu, tu vois, un peu de backstage de la NBA, des trucs intéressants. Moi je voudrais bien aussi, mais il nous a jamais répondu, mais c'est pas grave. Ok. L'autre truc que je me suis dit, ça pourrait être beau d'avoir toi et ton cousin. Il va venir. Gino, Okay. il va venir. Okay. Il a dit oui. C'est juste qu'on n'a pas encore... qu'on va rouvrir. Normalement, j'espère, je ne vais pas dire le nom, mais je vais avoir une personne mondialement connue dans le monde du basket. Et juste après, justement, pour continuer ces petites séries basket, Gino va venir. Non, c'est prévu. De toute façon, Après, j'ai essayé de penser, tu vois, plus à qui ça pourrait être cool d'inviter, mais j'ai l'impression que de nouveau, ça va un peu avec cette culture. Et j'aime bien, justement, ce que tu fais, ça casse un peu, j'ai l'impression, de la culture d'ici, d'être renfermé, pas oser trop parler de choses. Et j'aime les gens inspirants, j'aime les parcours comme le tien qui sont inspirants. Et voilà, j'ai
personne d'autre qui me vient en tête. Peut-être Ok, que mais tu en as déjà donné deux. Après, il y en voilà. a un qui nous a jamais répondu. Après, on peut Allez, comprendre. Tavo. C'est une star, etc. Tu vois, je sais qu'il a il a pas beaucoup de temps libre. Peut-être qu'un jour qu'il sera ici assis avec moi, mais Gino il va venir, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Ma dernière question, Jackson, le papa, l'homme, le mari, le comment on dirait, comment est-ce que je pourrais dire, c'est le terme de la personne qui médite comme ça, comme toi. Il y a un terme. Pratiquant de méditation. Pratiquant de méditation. C'est quoi ton message? Le message, tu as ta caméra qui est là. Ton dernier message que tu souhaites faire passer par rapport à ce que tu veux, vraiment le sujet comme tu veux. Il serait quoi ce message? Moi, ce que j'aime dire à mes élèves, vraiment, c'est chaque personne, chaque être humain est magnifique. Et franchement, je pense qu'il y a des gens à qui on ne le dit jamais. Je pense que j'ai des jeunes à qui... Même un tueur en série, c'est une personne magnifique. J'ai jamais pensé à ça comme ça. C'est une bonne question. Alors, là, tu ouvres toute une porte où... Oui, je pense... À part une personne qui a vraiment... Je pense que tu peux avoir des problèmes cérébraux où le cerveau, il est différent parce qu'il y a un problème. À partir du moment où tu tues une personne, c'est que t'es... Là, je suis d'accord. Mais non, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être tué des personnes, qui ont... Par accident, etc. Ouais, mais... parce qu'ils ont vécu des trucs. Mais on a tous en nous, peut-être c'est l'autre partie de la réponse à ta question, c'est qu'on a tous en nous déjà tout ce qu'il faut. Moi, ce que je dis à mes élèves, il y a deux messages que la société nous envoie un peu indirectement. C'est qui massacrent, enfin qui font vraiment beaucoup de mal. Et c'est très inconscient. C'est on n'est pas assez. On a le sentiment qu'on n'est jamais assez. Il faut qu'on ait encore ça. Il faut qu'on ait encore ça. Mais on a déjà tout en nous. On est déjà incroyable exactement comme on est. Et ça ne veut pas dire, et je pense qu'une des peurs de la société, entre guillemets, c'est que si on pense qu'on est bien, on va rester, on va chiller sur le canapé et jouer à la PlayStation toute la journée. Non. Naturellement, l'être humain, il est curieux, il a de l'énergie. Et au contraire. Donc, on est déjà incroyable. Puis l'autre message de la société un peu inconscient qui est tout le temps là dans les pubs et tout, c'est que le bonheur est à chercher à l'extérieur de soi-même. Et ça, c'est complètement faux aussi. C'est pas être marié, avoir une famille, avoir un boulot, un job qui va rendre heureux. C'est le contraire. De mon expérience, c'est si tu peux aller à la rencontre de toi et toucher en toi le bonheur et l'amour, qu'après ces choses-là vont venir, si c'est ça que tu veux, etc. Mais c'est pas des choses extérieures à toi qui vont fondamentalement... Oui, ça fait du bien et c'est important. Le contexte, évidemment, est important. Mais le bonheur et l'amour est à aller chercher à l'intérieur. Peut-être je finis avec ça, parce que moi, ça m'a marqué, j'adorais. Au village des Pruniers. Une fois, on était dans un groupe de partage, puis un des jeunes moines qui lidait un peu, moine bouddhiste qui lidait, il a dit, le voyage le plus long à entreprendre dans sa vie, c'est le voyage de ici à ici. Donc, il a pointé à son front, au cerveau, jusqu'au cœur. Ça, c'est le voyage le plus long à entreprendre dans la vie. Puis je pense que voilà. En tout cas, on va finir sur ces mots-là. Je tiens à te remercier d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici et puis partager. Je sais que tu as touché aussi des points qui sont personnels et puis c'est jamais simple aussi de parler de son passé, surtout qu'on c'est pas des choses c'est pas peut-être des fois pas des choses dans lesquelles on est super fier, etc. Mais c'est aussi important de les partager pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on se permet, toi tu te permets de partager ces choses juste incroyables, toutes les choses, comment dire, tout ce que tu as appris avec ça et que tu continues à apprendre d'ailleurs, maintenant que tu veux enseigner et que tu veux l'apporter ici en Suisse, parce que de toute manière, on est toujours en retard en Suisse par rapport à tout. Donc, merci beaucoup et je pense que tu vas revenir. De toute façon, on s'était dit que tu allais revenir pour développer un petit peu la partie sportive, la partie basket, comment est-ce que ça pourrait nous aider. Donc, je pense que ça va être, pour moi, personnellement, encore plus intéressant parce que c'est directement mon domaine, donc ça va être ouf. Merci beaucoup. Et voilà, quant à vous, c'est un nouvel épisode de mon podcast Brian Collon. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Apple Podcast et sur Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, à nous laisser aussi un petit commentaire, ça nous aide à grandir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.